Ah bah le bateau il se retourne doucement. Puis là tu te dis qu'est-ce qui se passe? Parce que là c'est un truc, pour le coup situation nouvelle quoi. Quand tu vois le mât dans l'eau et que ça continue, tu te dis voilà, ça sent pas bon. Ce Vendée Globe de 2008, Jean Le Cam s'en souviendra toute sa vie. 4 ans après une première édition réussie, je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, le Roi Jean a plus que jamais la course dans la peau. Le Vendée Globe maintenant, une semaine après le départ, alors où en sont les skippers? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles casses, Didier? Non, pour l'instant, Catherine, tout va bien, j'allais dire pour les meilleurs. Pas de nouvelles avaries. Après avoir subi une lourde tempête dans le golfe de Gascogne, ils ne sont plus que 26 en course. Loïc Perron occupe provisoirement la tête de la flotte. Et pour l'instant, la route la plus à l'est est payante. C'est l'option choisie par les 3 premiers du Vendée Globe, Perron, Josse et Le Cam. Pour ce nouveau tour du monde en solitaire, il reprend la barre du même bateau, rebaptisé VM Matériaux, du nom de son nouveau sponsor. C'est un fier voilier rouge et blanc que notre perfectionniste connaît comme sa poche. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. On termine avec des nouvelles du Vendée Globe. On a appris ce matin que le skipper Jean Le Cam était en difficulté actuellement. Les secours ont été déclenchés. J'étais attaché moi avec le bout autour du corps et puis j'étais comme un maquereau derrière et tu avais Vincent qui me regardait forcément parce qu'il était face à l'arrière du bateau et puis moi j'avais une vision en fait du poisson derrière qui est accroché à sa ligne. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'une des aventures les plus marquantes de la carrière de Jean Le Cam. Quand le cauchemar du marin devient réalité, quand il se retrouve confronté aux dangers de la mer. À 1h26 heure française, Jean Le Cam a signalé à son équipe technique qu'il était en détresse. Jean Le Cam, 3e de la course, se situe à environ 200 000 à l'ouest du Cap Horn lors de l'accident. Quand tu chavires comme ça, c'est un peu la panique quoi. Tu ne penses pas à tout, tu penses à sauver ta peau déjà. Et puis après, il y a tout qui se balade dans le bateau, la flotte qui rentre. Le Roi Jean, une vie de marin. Épisode 3, le naufragé du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est ce que les navigateurs appellent l'Everest des mers. C'est la course en solitaire la plus réputée au monde. C'est aussi la plus dangereuse. Ce 9 novembre 2008, donc, 30 marins prennent le départ aux Sables d'Olonne. Ils doivent faire le tour du monde par les 3 caps, comme on dit dans le milieu. Le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en Amérique du Sud. Imaginez 45 000 km à parcourir seul, sans escale et à la voile bien sûr. Ce 6e Vendée Globe aura été tout sauf une partie de plaisir. Dès le golfe de Gascogne, il y a déjà de la casse. Après 48 heures de course, 4 marins sont revenus au port. Marc Tiercelin, Quito de Pavan, Yannick Bestaven et surtout Michel Desjoyaux, problème électrique après une fuite de ballast. Les premiers bords dans l'Atlantique sont chaotiques. Le vent souffle en rafale à 55 nœuds dans le golfe de Gascogne. La mer est creusée, les abandons s'enchaînent. À bord de son bateau, Jean Le Cam doit aussi gérer dès les premiers jours de course quelques imprévus. J'avais plein de problèmes techniques. Là, je vais te dire, j'avais la boîte à outils sur le pont, les problèmes de courroie d'alternateur, problème de ci, problème de ça. Après, j'ai un problème de connectique de vérin. Un truc où j'étais obligé d'arrêter le bateau. Non, c'était pas de tout repos. Le navigateur traverse l'océan Indien. Il contourne l'Antarctique en passant par ce que les marins appellent les 40e rugissants. C'est la zone située entre les 40e et 50e parallèles dans l'hémisphère sud. C'est une étape symbolique pour les skippers. S'ils la franchissent, c'est presque que le plus dur est fait. Mais les conditions y sont particulièrement difficiles. Les températures sont basses, le vent fort, la mer formée et les secours sont loin. Le 6 janvier 2009, Jean Le Cam est bien placé, 3e de la course. Il se trouve à 200 000 nautiques, soit environ 380 km du mythique Cap Horn, au sud du Chili, quand son bateau heurte quelque chose. A priori, j'ai pris un growler, un petit iceberg qui est juste à ras de l'eau, qui même peut se retrouver une partie sous l'eau. Et donc, j'ai dû en fait le heurter et puis le bulbe. Donc la partie lourde de la quille, les axes sont cassés et le bulbe est tombé. Ça fait un gros choc quand tu as heurté l'iceberg? Pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Donc je ne sais pas si c'était cassé avant ou que c'était le... Non, ça n'a pas été violent, quoi. La quille, c'est ce qui assure la stabilité du bateau. Le bulbe est fixé au bout, c'est une structure en plomb de plus de 3 tonnes. Il faut vous imaginer, c'est comme une torpille qui fend la mer en deux. Sans cette pièce essentielle, l'IMOCA se retourne lentement et se met à flotter comme un bouchon, à l'horizontale. L'eau s'engouffre à l'intérieur, seule l'étrave, la partie avant du bateau, émerge encore. Mais ce matin, le skipper de VM Matériaux était en détresse.
Il était 1h26 cette nuit à Paris lorsqu'il a pu joindre par téléphone son équipe technique à terre pour signaler de gros problèmes à bord de son monocoque. La communication a ensuite été coupée. À environ 300 km à l'ouest du Cap Horn, dans des vents soufflant jusqu'à 50 km/h, le marin breton a déclenché sa balise de détresse. Le bateau de Jean Le Cam a été repéré retourné à l'envers, apparemment avec sa quille, et la deuxième balise de sécurité a été actionnée très probablement par Jean Le Cam lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'essaye de rentrer à l'intérieur. Mais là, il y a l'eau qui rentre et tous les cordages rentraient avec l'eau, donc je ne pouvais pas fermer la porte. Et après, j'ai essayé de mettre ma combinaison de survie tout de suite. Et après, le bateau a chaviré complètement. Et donc, c'était le bazar. Un peu de panique à ce moment-là? Non, pas trop, parce que tu es dans une situation où il faut réagir, il faut bien réfléchir, bien avoir les ordres de priorité. Et non, j'ai pas paniqué. Je serais peut-être pas là si j'avais paniqué. Donc, combinaison de survie, essayer de récupérer le maximum de nourriture, pharmacie, etc. pour les mettre de côté. Donc l'avant du bateau qui était au sec, donc remonter tout ça sur une partie la moins mouillée du bateau, on va dire, pour essayer de tenir un siège, parce que je m'étais dit que fallait que je tienne la distance, parce que les secours dans cette partie-là du globe ne sont pas faciles, et puis de toute façon c'était après les poursuivants qui se sont déroutés, pour ce qui est souvent le cas, pour venir me chercher. Toi, tu t'es retrouvé enfermé dans une petite cabine, en fait? Voilà, dans un compartiment étanche à l'avant du bateau. Dans cette partie-là, en fait, un truc le plus impressionnant, c'était, en fait, tu te rends pas compte, mais quand le bateau est à l'envers, il y a pression-dépression avec l'eau qui rentre et qui sort. Et du coup, tu as les tympans qui claquent tout le temps. Et là, tu fermes la porte et tout d'un coup, c'est la paisitude, on va dire. Donc ça, c'est des moments sympas. Enfin, sympas. Oui, c'est toujours pareil. Dans l'espace-temps, dans la globalité du bazar, c'était un des moments appréciables, on va dire. Donc c'était mon camp de base, on va dire. T'es resté là avec tes vivres, ta lumière? Je suis resté, à l'intérieur. J'avais juste sauvé une petite frontale parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien. Et un truc, c'était les batteries au lithium, non pas au lithium, au cadmium nickel. Et donc avec un programme de démarrage du moteur automatique. Et quand mon bateau était à l'envers, j'ai vu mon moteur démarrer au plafond. Ça, c'est assez bizarre, hein, avec un démarrage automatique, parce que les batteries étaient trop basses et du coup, il s'est arrêté immédiatement, heureusement. Mais bon, ça aurait pu se terminer par du feu. Hein. Une fois en sécurité, et plus ou moins au sec, dans son petit nid de 16 mètres carrés, le naufragé n'a plus qu'à attendre. Il sait que la direction de course a prévenu les secours et que certains de ses concurrents ne sont pas loin de sa dernière position connue, 56 degrés 17 sud, 73 degrés 46 ouest. Les bateaux les plus proches de Jean ont d'ailleurs déjà changé de cap. Ils n'ont pas le choix en fait, ça fait partie des devoirs du marin. Ils ont l'obligation de porter secours à un bateau en détresse. 6 janvier 2009, Jean Le Cam signale son naufrage. Son bateau s'est retourné au large du Cap Horn. Le skipper s'est réfugié sous la coque en attendant d'être secouru. Au PC Course, l'inquiétude est grandissante, la communication avec le marin est impossible. On peut supposer que ce soit un chavirage, puisque Jean a émis cette idée-là. Alain Gauthier est le responsable sécurité du Vendée Globe 2008. Mais la communication apparemment a été coupée très très vite. Et depuis ce moment-là, il y a une seule balise qui émet et qui corrobore, je dirais, cette éventualité de chavirage, puisque les autres balises n'émettent plus. T'as attendu longtemps? 19 heures. À quoi on pense pendant 19 heures comme ça, coincé au fond du bateau? On essaie de se reposer parce que là, être allongé, et puis je savais que le temps était un ami, donc il fallait que je fasse passer le temps. Il ne fallait pas que je sois pressé d'attendre quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce. Donc, par contre, quand quelqu'un viendrait éventuellement me chercher, que je sois le plus en forme possible, parce que c'était pas évident. C'est long, là, tu essayes de dormir, et j'avais mis combinaison de survie, plus matelas, plus
tout ce que je trouvais pour essayer de me réchauffer et puis d'être confort. Dans ma tête, il fallait que je dure dans le temps. Au bout d'un long moment, le naufragé perçoit du bruit au loin. J'ai entendu en fait Vincent Rioux qui passait à côté du bateau et qui m'a envoyé des boîtes de conserve de beurre sur l'étrave pour faire du bruit. Et j'avais entendu un avion qui survolait, mais je ne savais pas trop si c'était dans mes rêves ou si c'était rêve ou réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu es dans cette situation-là, et c'est pour ça que dans les secours, en général, ils disent toujours de bien répéter plusieurs fois les choses, parce que c'est vrai que quand tu es un peu dans le coltard, on va dire, faut répéter les choses pour être sûr que tu rêves pas, quoi. Même le bruit des boîtes, t'étais pas sûr de ton coup? Il l'a répété justement, parce qu'à un moment j'entends une voix, mais je dis c'est pas vrai, je suis à moitié. Après j'ai entendu d'autres bruits, etc. Donc, et c'est vrai que c'est des moments où faut être sûr que ce soit vrai, quoi, et pas un truc que tu as imaginé, quoi. Ce n'est pas un mirage, c'est bien Vincent Rioux, son grand rival du Vendée Globe 2004, qui est là, à bord de son IMOCA PRB. Jean Le Cam tente de lui signaler sa présence. J'avais envoyé une fusée par le passe-coque. Là, j'ai failli finir gazé, comme un con. Et après, quand tu fais un trou dans un truc qui est à l'envers, tu ouvres la poche d'air et tu coules. Bon, voilà, je me suis dit, voilà, t'apprends à chaque fois. Donc, non, j'avais pas de moyen de communication. Puis là, tout était trempé, tout était complètement dans la flotte, alors tu imagines. Jean Le Cam, réfugié à l'intérieur de son monocoque, donne signe de vie à son ami Vincent Rioux, arrivé sur la zone du naufrage à 200 000 à l'ouest du Cap Horn. Soulagement de Denis Aurault, le directeur de course du Vendée Globe. Vincent est passé, il a crié très fort, il a entendu un cri, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Il a entendu Jean crier en retour. Alors on peut se dire comment est-ce que c'est possible. Je pense qu'il y avait vraiment de l'énergie dans le cri de Vincent Rioux et autant d'énergie probablement dans le cri de Jean Le Cam. Jean ne le sait pas encore, mais un autre skipper s'est dérouté pour lui venir en aide, Armel Lecléache. Il est juste là, dehors, tout près de Vincent Rioux. Mais encore faut-il que Jean puisse les rejoindre. La seule issue de secours se trouve à l'autre bout du bateau. Il y a toute la longueur de la coque inondée à traverser. Jean Le Cam n'a pas le choix, il plonge dans l'eau glacée pour rejoindre en apnée la trappe de survie. Et c'est là où Vincent a vu plein de choses sortir du bateau, en fait, quand j'ai ouvert la trappe. Et il s'est dit, normalement, la prochaine chose, c'est moi, quoi. Le prochain colis. Voilà, le prochain colis, c'est moi. Donc j'avais tout réfléchi, sortir les pieds devant. Parce que si tu sors la tête en avant, t'as plus tes mains pour t'accrocher au bateau. Il faut sortir les pieds devant. Tout ce genre de détails qui n'en sont pas au final. Donc là, je m'étais préparé parce que je savais que si je sortais par la trappe arrière, il n'y aurait pas de retour possible dans le bateau. Donc il fallait que je sois sûr et certain qu'il y ait du monde à l'extérieur. Donc un des moments les plus terribles, parce que l'arrière était sous l'eau et quand tes yeux sortent de l'eau, et là que tu vois les bateaux, tu vois avec ton regard à ras de l'eau et que tu vois donc Armel Lecléache et puis et Vincent Rioux qui était là, qui tournait autour du bateau. Donc ça c'est un moment, un bon moment on va dire. Ça c'est sûr que ça t'oublie pas. Après je suis resté sur la coque et puis après il m'a passé un cordage. Et tant que j'avais pas pris le cordage, il a répété plusieurs fois l'opération et puis une fois que j'ai récupéré le cordage, je me suis amarré au cordage et puis lui il avait préparé au moulin à café à me remonter à bord du bateau. Donc j'étais comme un poisson. Et là j'ai vu parce que forcément j'avais une vision lui de son bateau et du mien, avec la quille qui était inclinée. Et là j'ai vu le bateau de Vincent avec l'outrigger qui arrive dans la quille, qui casse son outrigger. Et là le mât de Vincent qui bascule sous le vent. L'outrigger, c'est un long tube de carbone fixé sur le pont et qui permet de maintenir le mât. Vincent Rioux esquinte donc son bateau dans la manœuvre. Mais dans cette situation-là, une seule chose compte, Jean Le Cam est sain et sauf.
Les 2 hommes peuvent donc repartir vers la terre ferme. Il était 11 h ce matin en France et par la grâce d'une liaison internet et d'une webcam, nous avons vu 2 hommes dans un bateau. À gauche, c'était Jean Lecam, naufragé d'hier, et à droite, son sauveteur en mer Vincent Rioux. L'heure était au récit et à l'humour breton. Les gros plans, quand tu te réveilles le matin, quand je me suis pas maquillé. Les enfants, t'es pas en vrai, je suis beaucoup mieux que ça. Hein. Puis après, on a dématé avec PRB, donc avec son bateau. Et on est rentré à Ushuaia, au Chili d'abord, et puis Argentine, Ushuaia après. Toi, tu as eu des problèmes pour débarquer, c'est ça? Ah bah, j'avais pas de passeport, hein, j'avais pas pris mon passeport, donc j'avais que ma combinaison de survie et ma frontale. Donc c'est vrai que les Chiliens, ils sont pas très souples à ce niveau-là, et donc du coup, j'avais pas le droit de mettre le pied à terre, ce qui était un comble. Mais bon, après ça s'est arrangé. Jean Lecam obtient finalement un passeport d'urgence qui lui permet de débarquer à Ushuaia, en terre de feu, à l'extrémité sud de l'Argentine. C'est là qu'il prend un avion pour la France. Il rentre totalement dépité parce qu'il est contraint d'abandonner son bateau. Puis même la marine chilienne voulait le couler parce que ça fait un obstacle à la navigation. Donc il m'avait demandé de signer un papier pour le couler. Ah, je dis non, je signe rien du tout. Donc après, c'était un problème d'assurance, d'ailleurs. Et ça, c'était un crève-cœur? Il n'y a pas beaucoup de bateaux comme ça que tu as dû abandonner au milieu de l'océan? Bah non, mais là, de toute façon, la situation fait que j'avais pas le retourner comme un hobbycat et rentrer à la maison. Ça marche pas. Donc les situations, quand elles sont comme ça, quand la maison elle brûle, hein. Tu peux pas faire grand-chose. Hein. Finalement, tu sais ce qu'il est devenu? Oh bah, il a dérivé, et puis ils ont trouvé des morceaux, en fait, sur les îles Sandwich, 1 an ou 2 ans plus tard. Et après, ça a été une vraie galère pour toi, justement, au niveau des assurances? Ah oui, à 1 an et demi, parce qu'on était propriétaire du bateau. On n'avait pas le remboursement, et le bateau n'était pas fini de payer, donc... Et là, le Crédit Agricole a été chouette, parce qu'on ne remboursait pas le capital, mais que l'emprunt, quoi. Je me rappelle, c'était quand même 20 000 € par mois. Là, tu rigoles pas, quoi. C'était quand même assez stressant pendant longtemps. Mais ça s'est terminé en négociation. Au moment du naufrage, le bateau est assuré par une société russe qui se trouve en cessation de paiement. Finalement, après 18 mois de procédure, Jean Lecam peut souffler et se projeter à nouveau. Mais cet épisode laissera des traces. Une longue traversée du désert pour le skipper breton qui aura du mal à trouver un sponsor pour le Vendée Globe suivant. À 50 ans, il se retrouve sans bateau, sans projet, mais sans regret. T'en gardes quel souvenir globalement de ce Vendée Globe? Est-ce que c'est un échec ou c'est au contraire quelque chose qui t'a permis d'apprendre? Ah bah non, c'est pas un échec. Hein. Je suis arrivé jusqu'au Cap Horn en 3e position. Donc, et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, j'en ai fini 4 sur 5, c'est pas mal. Et celui-là, j'en ai fait les 3 quarts. J'ai fini en avion. Mais bon. C'est comme ça la vie du marin. C'est le seul abandon de Jean Lecam à ce jour. Dans ses tours du monde suivants, le marin sera évidemment confronté à d'autres problèmes techniques, mais il réussira toujours à en venir à bout. Et c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. Ce qui fait le talent et la longévité du roi Jean, c'est aussi son ingéniosité, ses talents de bricoleur. Vous verrez qu'aujourd'hui, Jean Lecam reste l'un des derniers navigateurs constructeurs dans le milieu de la course au large.